Bienvenue dans l'édition de la nuit sur BFM TV. À la une de l'actualité, un calme précaire en Égypte après l'instauration d'un couvre-feu. L'armée a repris le contrôle des 2 places du Caire occupées par les islamistes. Une opération qui a viré au bain de sang. Bilan officiel, 278 morts, 2600 selon les frères musulmans. Ils appellent à manifester. L'état d'urgence a été décrété. Ces violences qui ont été condamnées par la communauté internationale. Paris demande l'arrêt de la répression et saisit l'ONU. Le secrétaire d'État américain John Kerry appelle l'armée égyptienne à organiser des élections. Le retour de la croissance en France, plus 0,5% au deuxième trimestre. Le gouvernement y voit les premières conséquences de sa politique. Mais ces chiffres n'augurent en rien de la situation économique du pays l'année prochaine. Un match nul 0-0 pour les Bleus qui affrontaient la Belgique en match amical. Ils ont souffert face à des Belges offensifs. C'est le 4e match d'affilée sans but pour les hommes de Didier Deschamps. La météo, jeudi matin, encore des nuages dans le nord-ouest du pays. Partout ailleurs, le soleil sera déjà très présent. Température, c'est encore un peu juste dans le nord. 10 degrés à Nancy et Strasbourg, 11 à Reims, 13 au Mans, 15 à Paris et 22 à Nice. L'après-midi, le soleil gagne tout le pays. Les températures sont en hausse de 24 à Brest, à 31 à Toulouse. Il fera 27 à Paris. Le calme est revenu en Égypte après un mercredi sanglant. L'armée a repris le contrôle des 2 places qui étaient occupées par les partisans du président islamiste déchu, Mohamed Morsi. Le bilan officiel fait état de 278 morts. Romain Zatanovic. Presque plus personne dans les rues du Caire. Le couvre-feu est en vigueur depuis 19h et la ville semble avoir retrouvé un calme tout relatif. Ceux qui s'aventurent encore dans les rues se disent écœurés par la répression sanglante qui a eu lieu aujourd'hui. Pour faire simple, les frères musulmans ont commencé à diviser le pays et le général Sisi, qui les a renversés, a terminé le travail. Il est responsable de tout ce qui arrive maintenant parce que c'est un dictateur. Le calme serait revenu dans le pays, c'est en tout cas ce qu'affirment les autorités. Très tôt ce matin, les forces de l'ordre ont pris d'assaut les 2 places du Caire où étaient barricadés des milliers de pro-Morsi depuis 1 mois et demi. En à peine 2 heures, la place Narda était sous le contrôle de l'armée. Peu après, les autorités affirmaient avoir évacué la place Rabat face aux pro-Morsi qui tentaient de résister. Nous avons choisi un président, il doit revenir, c'est tout. Nous ne rentrerons pas chez nous. Nous essayons de survivre, mais s'il le faut, nous mourrons. Pluie de grenades lacrymogènes, tirs à balles réelles. L'opération a tourné au bain de sang. Rien que dans cette morgue de fortune, place Rabat, un journaliste français a décompté 124 cadavres. Je veux dire au monde que l'Égypte va devenir une bombe. Il n'y a plus aucune stabilité dans ce pays. Et tous ces gens vont devenir des bombes. L'assaut a déclenché des manifestations des frères musulmans dans tout le pays. Ici, à Ismaïlia ou encore à Alexandrie, les pro-Morsi ont affronté les forces de l'ordre. La présidence égyptienne a instauré l'état d'urgence pour 1 mois dans tout le pays. Le trafic ferroviaire en direction et en partance du Caire a été interrompu. C'est donc un calme très précaire qui règne dans les rues de la capitale. L'état d'urgence a été décrété et le couvre-feu imposé dans 13 provinces. Précision de Laetitia Soudi, envoyée spéciale de BFM TV au Caire avec Florian Brunet et Jérémy Muller. C'est un calme très étrange qui règne ici au Caire. Ce mercredi soir, des chars, des militaires bloquent les accès aux principales artères, aux principaux ponts. En effet, le couvre-feu est en place depuis 19h. 19h, c'est l'heure à laquelle la nuit tombe sur la capitale égyptienne. Et depuis, cette capitale a pris un tout autre visage. Elle qui est connue notamment pour ses embouteillages monstres, pour ses concerts de klaxons, eh bien, elle est étonnamment calme. Un exemple, le trajet qui relie l'aéroport à l'hôtel où nous nous trouvons dans le centre de la ville, non loin de la place Tahrir. Eh bien, d'habitude, il faut minimum 1h30 pour le faire. Nous l'avons fait en moins d'1 quart d'heure. Idem pour les rues qui sont désertes. Nous avons seulement croisé quelques groupes de personnes. Cela donne, je vous le dis, une ambiance assez étrange, voire inquiétante. Une ambiance qui pose aussi des questions, des interrogations sur la suite des événements après la levée du couvre-feu ce jeudi à 6h du matin et dans les jours qui vont suivre. Et décryptage à présent avec Ulysse Gosset, notre spécialiste des questions internationales sur BFM TV. La principale inquiétude du moment est simple, est-ce que le pays peut basculer dans une guerre civile ?
Le risque majeur qui menace l'Égypte, c'est l'embrasement, c'est l'extension des manifestations et du cycle de violence à tout le pays. Et c'est la raison pour laquelle les militaires ont décrété l'état d'urgence, la loi martiale, pendant un mois au moins. Ils ne s'engagent pas plus au-delà. C'est dire si la situation est tendue et si tout le monde redoute effectivement une extension des affrontements et alors effectivement un véritable chaos dans tout le pays et peut-être même la guerre civile. En tout cas, de chaque côté, on joue son va-tout. Les militaires qui affirment qu'il faut préserver la stabilité de l'Égypte et qui réaffirment ce soir d'ailleurs par l'intermédiaire du gouvernement que des élections seront organisées d'ici quelques mois. Et puis de l'autre, il y a les frères musulmans qui eux aussi jouent leur va-tout. Leurs principaux dirigeants ont été arrêtés. Ils sont muselés à nouveau comme pendant l'époque Moubarak et ils n'ont plus rien à perdre ou presque et c'est la raison pour laquelle leurs militants se disent prêts au sacrifice. Alors Ulysse, la situation est d'autant plus instable que le vice-président Mohamed El Baradei a présenté sa démission. Va-t-on en plus vers une crise politique ? Eh bien, elle est là, cette crise, effectivement. Dissension au sein du régime entre ceux qui sont partisans de l'épreuve de force absolue, ce sont les militaires, et leurs plus chauds partisans. Et puis, du côté des démocrates, des libéraux comme El Baradei, eh bien, cet ancien prix Nobel de la paix fait connaître son désaccord de façon spectaculaire à l'occidental en démissionnant pour refuser le bain de sang, la violence et le chaos. Une démission, effectivement, qui complique la tâche des militaires. Mais ce sont les militaires qui ont bien le pouvoir. Ce sont eux qui contrôlent le pays, qui peuvent interdire tout rassemblement et qui, pendant la nuit, alors que le couvre-feu est maintenant pratiquement établi, eh bien, ils vont nettoyer les principales rues du Caire. Les deux points de fixation les plus importants ont été nettoyés, entre guillemets, avec violence. Et donc, ce soir, il y a effectivement une crise violente, un bain de sang et aussi une crise politique à l'intérieur même du pouvoir. Et justement, une dernière image des violences en Égypte. Au moins 4 églises coptes ont été attaquées. La population accuse les pro-Morsi de mener une guerre de représailles. Le patriarche copte, en effet, avait soutenu la décision de l'armée de destituer le président islamiste Mohamed Morsi. Retour en France avec une bonne nouvelle inattendue. La croissance a progressé de 0,5% au deuxième trimestre. Le gouvernement se félicite de la cohérence et de la persévérance de sa politique, même si ces chiffres ne préjugent pas de la croissance de l'année prochaine. Pauline de Saint-Rémy. Ils ne crient pas victoire, mais tiennent une petite revanche. Après avoir passé l'été à pronostiquer un début de reprise, suscitant les sarcasmes de l'opposition, la hausse inattendue du PIB au deuxième trimestre de 2013 donne techniquement raison au gouvernement. Alors ce matin, Jean-Marc Ayrault n'a pas boudé son plaisir, même s'il entend avant tout garder son cap. Après 6 trimestres consécutifs, l'Europe est sortie de la récession. Pour la France, la récession a été plus courte, 2 trimestres. Le rebond de croissance de plus 0,5 est plus important que la moyenne de la zone euro. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en contenter. Il faut poursuivre, amplifier la bataille pour la croissance, la bataille pour l'emploi, la bataille pour l'innovation. Et tandis que le chef du gouvernement appelle ses troupes à poursuivre leurs efforts, Pierre Moscovici réplique sèchement à la droite qui ne croit pas pour l'instant à un retour durable de la croissance et appelle le ministre des Finances à plus de modestie. Si j'avais mauvais esprit, je dirais que la droite devrait être discrète. Car nous sommes en train de solder le résultat de 5 années de crise, qui sont des années de crise internationale et européenne, mais aussi des années d'inefficacité de la politique économique de Nicolas Sarkozy. Nous sommes sortis de la récession et maintenant nous sommes en train de construire la reprise durable et solide dont l'économie française et européenne a besoin. Ni Jean-Marc Ayrault ni Pierre Moscovici n'ont en revanche commenté les chiffres de l'emploi qui, eux, restent négatifs. Alors à droite, l'UMP reconnaît l'amélioration, mais pour Christian Estrosi, on est encore très loin du compte. Nous avons eu 2 trimestres d'affilée une situation de récession avec une croissance à moins 0,2. Bon, j'enregistre bien sûr avec satisfaction un plus 0,5 au deuxième trimestre 2013, mais le compte il n'y est pas parce que moins 0,2 plus 0,5, on est loin des 1,5 de taux de croissance nécessaires pour pouvoir revenir à un taux de chômage à 8,5%, qui est la condition sine qua non pour que nous sortions de la zone rouge. Consommer français, c'est bon pour l'économie, mais ça coûte cher, 200 à 300 euros de plus par mois et par ménage, selon une étude publiée par Les Échos. Alors qu'en pensent les consommateurs? Réponse avec Julie Patin et Annie Bazar. Ici, on ne vend que du made in France, des produits d'épicerie fine au sac en cuir, en passant par le prêt-à-porter.
La clientèle de cette boutique parisienne est variée et contrairement aux idées reçues, acheter français ne serait pas plus cher, ce serait même un investissement sur le long terme. Oui, peut-être 30% plus cher, mais encore une fois, après, ça dépend ce que vous en faites. Un produit que vous allez acheter de meilleure qualité, qui va durer plus longtemps dans le temps, vous le rentabilisez beaucoup mieux. Plus rentable, mais il faudrait compter en moyenne 100 à 300 euros de plus par mois et par ménage pour consommer 100% français. Pour certains, ça vaut le coup. Vaut mieux un bon vêtement, un seul que 36 de mauvaise qualité. Mais pour d'autres, en revanche, acheter français est loin d'être une priorité. J'attends de gagner plus et peut-être après on verra. Je suis prêt à acheter des produits moins chers pour consommer d'autres produits. Faire mes activités, mes loisirs en France. Selon le Centre d'études prospectives et d'information internationale, consommer français ne signifie pas forcément relance de l'économie et création d'emplois. Cette économie que les ménages font sur leur consommation de produits de consommation, ils la reportent partiellement sur les services. Et les services sont plus riches en emplois que l'industrie. Aujourd'hui, un quart des biens consommés en France proviennent des pays de délocalisation. En tête de liste, pas de surprise, c'est le Made in China qui l'emporte. 2 morts en montagne ce mercredi. Un Néerlandais de 29 ans a fait une chute mortelle dans le massif du Mont Blanc et une randonneuse britannique est morte en Isère. Les CRS qui travaillent dans les Alpes sont plus que jamais mobilisés. Reportage Antoine Delpierre, Cécile Coste. Niché au cœur du massif des Écrins, le poste de secours de la Bérarde. Dernier arrivé dans l'équipe des CRS secouristes, Jean-Baptiste, ancien guide de montagne. Il sait que la prévention est le meilleur moyen pour ne pas retrouver ses randonneurs dans des circonstances dramatiques. Si vous savez sortir quelqu'un d'une crevasse, il n'y a pas besoin de guide. Notre rôle, c'est de secourir les gens, mais notre rôle, c'est aussi d'éviter qu'il leur arrive des choses. Donc c'est ça la prévention, c'est essayer qu'ils partent en montagne, qui est quand même un milieu fabuleux, mais un milieu hostile, avec les armes pour que ça se passe au mieux. Fabuleux, mais hostile. Non loin d'ici, il y a 2 jours, la montagne a tué 2 alpinistes pourtant expérimentés, retrouvés au fond d'une crevasse. Je suis en train de voir, il y a une cordée, 4 personnes dans Marmaille. C'est une voie facile. D'ailleurs, ils sont avec des enfants. Lorsqu'ils ne sont pas en intervention, ces hommes font de la prévention et surveillent une montagne toujours dangereuse et des randonneurs parfois peu prudents. Alors, on n'est pas à l'abri d'une chute de pierre, qui que ce soit. On n'est pas à l'abri d'une chute tout court, soi-même, voilà. Sauf que faut essayer de maîtriser ça, quoi. Faut essayer de limiter au maximum ce genre de problème. Dans le département de l'Isère, Jean-Baptiste, Nicolas et leurs collègues CRS et gendarmes sont intervenus déjà plus de 180 fois depuis le début de la saison d'été. Les fêtes de l'Assomption ont démarré ce mercredi à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Jusqu'à 150 000 fidèles venus du monde entier étaient attendus pour célébrer la Vierge Marie. Sur place pour BFM TV, Anna Moreau avec Nicolas Bernard et Émeric Martins. C'est un cortège de plusieurs milliers de personnes qui est sorti de la cathédrale Notre-Dame avec à sa tête une statue impressionnante de la Vierge Marie, une statue en argent portée par un groupe d'hommes d'église. Alors, car aujourd'hui, c'est bien la fête de l'Assomption qui est célébrée, la veille de l'Assomption plus exactement, car cette fête est célébrée sur 2 jours. La fête de la Vierge Marie, c'est un moment fort du calendrier catholique lors duquel les fidèles fêtent l'élévation au ciel de la Vierge Marie. Alors, il y a une messe qui a été organisée à la cathédrale Notre-Dame et je vous propose d'écouter certains des fidèles qui ont participé à cette messe. Ils étaient au micro d'Antoine Vassas. Ah, très très bien. Il y avait plein de monde et c'était très très bien. On a bien chanté. Tous les jours, je viens ici prier, voyez, pour ceux qui ne peuvent pas prier, ceux qui sont malades, ceux qui ont plein de problèmes, voilà. Pour moi, c'est magnifique. C'est la première fois et ça me plaît. Et je suis croyante. Je suis orthodoxe. Mais pour moi, c'est rien parce que le Dieu qui est le même était avec le cœur. Et toutes ces personnes se sont ensuite dirigées quai Saint-Bernard pour embarquer dans la quinzaine de bateaux qui avaient été affrétés pour la procession fluviale. Alors aujourd'hui, ce n'est que le début des festivités. Demain, les célébrations de l'Assomption continuent. Une autre procession est organisée autour de la cathédrale Notre-Dame, une procession à pied cette fois-ci. C'était un match test pour les Bleus. L'équipe de France affrontait les Belges ce mercredi soir à Bruxelles. Résultat, 0-0. Les hommes de Didier Deschamps ont bien résisté, mais ils ont été incapables de marquer un but. Frédéric Adam.
Ils n'y arrivent pas. À l'image de leur avant-centre Karim Benzema, muet depuis 12 matchs sous le maillot bleu, les joueurs de l'équipe de France ont une nouvelle fois buté sur l'obstacle. Après l'Espagne, l'Uruguay et le Brésil, c'est la Belgique qui a résisté aux assauts bleus. En première comme en deuxième période, Ribéry, Payet ou Benzema n'ont pas été assez percutants. Les remplaçants Nasri ou Giroud non plus, entrés en fin de match et qui n'ont pas réussi à débloquer un compteur en panne depuis maintenant 4 matchs. L'attaque a pêché, mais consolation, la défense n'a pas craqué. Hugo Lloris et sa charnière centrale Abidal Koscielny ont tenu le choc face à des Belges souvent plus entreprenants que les Bleus. Au final, 0-0 avant les 3 derniers matchs de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. L'équipe de France n'est guère plus avancée et pour valider son billet pour le Brésil et son mondial de l'été prochain, il va falloir retrouver le chemin des filets, vite, si possible, dès le mois prochain en Géorgie, puis en Biélorussie. Et pour l'entraîneur Didier Deschamps qu'on a aperçu, c'est un match encourageant. Les Bleus vont dans le bon sens. Là, on s'est remis dans le bon sens, même s'il n'y a pas la victoire. Mais on s'est remis dans le mode de compétition. Après, ça ne va pas nous donner de garantie par rapport au match de septembre. Mais voilà, c'est le premier match qui lance la saison. Donc, ça reste une bonne performance pour l'équipe de France. Le rappel des titres dans l'édition de la nuit sur BFM TV avec un calme précaire en Égypte après l'instauration d'un couvre-feu. L'armée a repris le contrôle des 2 places du Caire occupées par les islamistes. Une opération qui a viré au bain de sang. Bilan officiel, 278 morts, 2600 selon les frères musulmans. Ils appellent à manifester dans tout le pays. L'état d'urgence a été décrété. Ces violences qui ont été condamnées par la communauté internationale. Paris demande l'arrêt de la répression et saisit l'ONU. Le secrétaire d'État américain John Kerry appelle l'armée égyptienne à organiser des élections. Le retour de la croissance en France, plus 0,5% au deuxième trimestre. Le gouvernement y voit les premières conséquences de sa politique, mais ces chiffres n'augurent en rien de la situation économique du pays l'an prochain. Un match nul, 0-0 pour les Bleus qui affrontaient la Belgique en match amical. Ils ont souffert face à des Belges offensifs. C'est le 4e match d'affilée sans but pour les hommes de Didier Deschamps. Le retour au calme en Égypte. Un couvre-feu a été instauré dans 13 provinces du pays et notamment au Caire. L'état d'urgence est décrété. L'armée veut sécuriser les rues et remettre de l'ordre après une journée sanglante. Ce mercredi, en effet, le pouvoir a repris par la force le contrôle des 2 places qui étaient occupées par les partisans du président islamiste déchu, Mohamed Morsi. Le bilan officiel fait état de 278 morts, mais les frères musulmans parlent d'un véritable massacre. Tarek El Morsi est leur porte-parole. Malheureusement, nous avons un vrai carnage. C'est 2600 morts avant que l'armée a envahi l'hôpital et avant que l'armée brûle le corps pour cacher les drames, pour cacher quand même le carnage qu'il a commis sur la place de Rabaa al-Adawiya. Imaginez-vous une armée et police et rentre entre des 400 000 manifestants. Le résultat, c'est dramatique, jamais arrivé dans le monde entier peut-être. Shaninaz Abdel Salam est blogueuse et activiste égyptienne. Selon elle, les frères musulmans ont tout fait pour que la situation dégénère. C'est pas la première fois qu'il y a un confrontement entre les frères musulmans ou les islamistes et l'armée ou les policiers. Aujourd'hui, les frères musulmans, malheureusement, ils ont appelé pas seulement à faire des manifestations, mais on a 17 églises qui étaient brûlées par les pro-Morsi et les partisans de Morsi. On a des attaques sur les Coptes, c'est depuis quelques semaines, mais ça, aujourd'hui, il y a plus. Et je pense aussi que le média, il parle pas assez de ça. Donc voilà, c'est un cercle de violence qui va continuer. Je sais pas pour combien de temps, mais je pense qu'il y aura un fin. Et la communauté internationale condamne cette répression de l'armée égyptienne. Paris a saisi l'ONU. Aux États-Unis, la Maison-Blanche réagit avec la plus grande fermeté. Précision de Mathieu Coache, le correspondant de BFM TV à Washington. Les États-Unis condamnent avec force l'usage de la violence contre les manifestants en Égypte. John Kerry s'oppose au retour de l'état d'urgence et exhorte l'armée à y mettre fin le plus rapidement possible et à faire preuve de retenue. Ces violences ne rendront que plus difficile la transition vers un régime stable et démocratique, a expliqué le secrétaire d'État qui demande maintenant à l'armée d'organiser des élections. Le monde regarde l'Égypte avec la plus grande inquiétude, a-t-il déclaré. Barack Obama, lui, est en vacances sur une île du Massachusetts
Massachusetts, mais il suit évidemment la situation avec beaucoup d'attention. De la fermeté donc dans les mots, mais les Américains ne prennent aucune décision concrète pour le moment. Il faut dire qu'ils sont un peu coincés. Jusqu'à présent, l'administration Obama a choisi de ne pas parler de coup d'État au sujet du renversement de Mohamed Morsi. La raison est légale. En cas de coup d'État, les Américains coupent systématiquement les aides versées au pays. Ils ont considéré que ce n'était pas dans leur intérêt et que le risque de déstabilisation de la région était trop important. Mais la Maison-Blanche est en train de revoir cette position. Ces aides considérables, plus d'$1 milliard par an, pourraient être un moyen de pression sur l'armée égyptienne. Et puis réponse de l'Égypte à Washington, le pouvoir promet d'organiser comme prévu des élections début 2014, mais ce sera évidemment difficile. C'est bien une crise politique qui s'ouvre dans le pays. Le vice-président Mohamed El Baradei a démissionné pour marquer son opposition avec la violente répression de ces dernières heures. Retour en France avec la prise d'otage à la prison d'Ensisheim qui est terminée. Le prisonnier s'est rendu. Il a finalement libéré la surveillante qu'il menaçait depuis plus de 12 heures. Une libération après de longues discussions avec le GIGN. C'est la 4e fois que ce détenu prend un agent pénitentiaire en otage. Les précisions du procureur de Colmar, Bernard Lebeau. Il faut concevoir qu'elle a été retenue physiquement, j'entends, d'après ce que nous disaient les négociateurs, il la tenait tout le temps par le cou, ou par le col en tout cas de son vêtement, par derrière, qu'il avait sur lui non pas une seule arme blanche, mais 3 armes blanches. Alors, on n'en connaît pas la nature exacte, est-ce que c'est des choses artisanales vraisemblablement ou fait à partir d'autres objets. Ça, ce sera à voir au cours de l'enquête, mais donc c'est quand même des conditions extrêmement difficiles pour elle, et je crois que ça, ce sera à évaluer un petit peu aussi dans le temps. Et maintenant, cette histoire à peine croyable dans les Pyrénées-Orientales. Dans la nuit du 25 au 26 juillet, un producteur de nectarines s'est vu dérober 5 à 6 tonnes de fruits. Son verger a été totalement pillé, probablement par une bande bien organisée. Romain Zlatanovic, Stéphane Beaujard. Là, il y avait un fruit. Là, par exemple. Toutes les nectarines jaunes ont disparu. 5 tonnes de fruits dérobés. Le vol a été commis en pleine nuit. La récolte devait avoir lieu le lendemain matin. Un de mes ouvriers m'a alerté en me disant mais il n'y a plus rien. C'était assez difficile à croire, mais voilà, moi, j'ai trouvé mes arbres vides, complètement pillés. Bilan 6 000 € de perte environ. Un vol qui a sans doute mobilisé une dizaine de personnes. La propriété jouxte une route fréquentée. Il est relativement facile d'accéder aux plantations et de tout charger dans un camion. Les vols dans les champs et les vergers ont toujours existé, mais ils prennent une nouvelle ampleur. Ce genre de butin peut rapporter gros. Les fruits et légumes n'ont jamais été aussi chers. Plus 14% pour les fruits en un an, plus 17% pour les légumes. Les voleurs les revendent souvent sur les marchés, loin des zones d'exploitation. C'est des produits qui, aujourd'hui, en arrivant sur le bord du quai, nous sont rémunérés autour de 1 € le kilo. Sur les marchés, on peut les retrouver dès qu'on s'éloigne des zones de production jusqu'à 4 et 5 kilos le kilo. Donc des gens ont sûrement trouvé la bonne aubaine de rentrer dans les vergers et de se servir pour pouvoir tirer ces marges qui cette année sont assez importantes. Les agriculteurs précisent, ces pertes, disent-ils, sont dérisoires comparées à celles engendrées par la pression de la grande distribution. En ce week-end du 15 août, soyez prévoyants si vous avez l'intention de prendre l'avion à l'aéroport Charles de Gaulle. La ligne du RER-B qui assure la liaison entre Paris et Roissy est fermée jusqu'au 18 août. La RATP doit procéder à des travaux de modernisation. Des systèmes de navettes en bus ont été mis en place. Concrètement, cela veut dire que les trajets sur la ligne nord du RER-B vont se faire par bus, car nous assurons bien sûr la continuité du transport. Nous allons pouvoir transporter et accueillir les voyageurs, les orienter avec 5 lignes de bus. 5 lignes de bus, en fait, qui vont leur permettre de rejoindre le Bourget, la Courneuve, Aulnay-sous-Bois, Sevran-Livry, Mitriclé, toutes les gares de la ligne, et bien sûr également Roissy-Charles de Gaulle, puisque la spécificité du RER-B est de desservir Roissy. Il faut prévoir minimum 1h30 pour rejoindre l'aéroport. Nous préférons communiquer avec un grand délai de précaution, 1h30, c'est-à-dire soit 1 heure de plus que le temps de trajet habituel de 30 minutes.
Restez avec nous dans un instant, un nouveau journal et nous reviendrons sur ce calme précaire qui règne en Égypte après l'instauration d'un couvre-feu. L'armée a repris le contrôle des 2 places du Caire occupées par les islamistes. Une opération qui a viré au bain de sang. Bilan officiel, 278 morts, 2600 selon les frères musulmans. Les frères musulmans qui appellent à continuer les manifestations dans tout le pays. L'état d'urgence a été décrété. De son côté, la communauté internationale condamne ces violences. Paris saisit l'ONU et Washington demande à l'armée égyptienne d'organiser une élection. A tout de suite.